Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au premier webinaire de l'ASFIL pour cette année 2021. Ce sera pour nous une première au sein de l'ASFIL de vous proposer des webinaires. Je vous propose de nous laisser à peu près 2-3 minutes de temps tampon, nous permettant d'avoir des participants pour nous rejoindre à cette séance qui va démarrer aux alentours de 18h30, 18h35 et qui va se dérouler jusqu'à 20h. Et qui prévoit 3 séquences ainsi que des périodes de questions-réponses qui seront modérées par Bruno Gauthier et qui va nous rejoindre bientôt. Donc je vous laisse le fond d'écran, messieurs, dames, encore 2-3 minutes, le temps de permettre à d'autres participants de venir nous rejoindre pour ce premier webinaire de la SFIL. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez activer la fonction de chat qui me permettra de voir les questions qui sont posées. Le temps du démarrage, on va vous présenter tout ceci. À tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, dames. Comme je venais de l'indiquer il y a un petit instant, nous allons démarrer dans 1 minute, le temps de permettre aux derniers participants de rejoindre la réunion. Alors, très bien. Écoutez, nous allons démarrer. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à ce premier webinaire de la SFIL en 2021. Ce webinaire inaugure une série de webinaires qui sont prévus de s'étaler à partir de ce jour jusqu'à l'année prochaine 2022, dans l'objectif de faire la liaison avec le report de notre congrès SFIL qui était prévu cet été, justement, qui devait démarrer le 17 juin et que nous avons reporté toujours à Poitiers en mars, le 24-25 mars 2022. Donc, nous allons aborder des thèmes d'actualité qui vivent actuellement dans le cadre des évolutions réglementaires et des politiques gouvernementales qui sont mises en œuvre. Aujourd'hui, il sera question du Ségur du numérique en santé, et des implications concrètes que cela va avoir sur les laboratoires de biologie médicale. Notre webinaire est réalisé en partenariat avec les industriels et qui ont soutenu le congrès de la SFIL qui va donc se tenir les 24 et 25 mars 2022. Très très bientôt, et ces webinaires donc vont faire la liaison avec notre futur congrès. Le webinaire d'aujourd'hui aura comme intervenant enregistré Raphaël Beaufray, qui est directeur de projet et au sein de la délégation du numérique en santé, et Bruno Gauthier, biologiste médical et trésorier de la SFIL. Vous aurez donc 3 séquences vidéo qui vont porter sur une introduction concernant le Ségur, les implications de financement du Ségur du numérique en santé en biologie médicale, et enfin une 3e partie sur concrètement quelle mise en œuvre par les laboratoires. Chacune de ces 3 sessions fera l'objet de séances de questions-réponses qui seront modérées par Bruno Gauthier. Me concernant, je m'appelle Mehdi Akalal et je suis délégué à la communication de la SFIL. Donc, je vous prierai de bien vouloir, dans le cadre des bonnes pratiques de webinaire, penser à bien couper vos micros et caméras, ainsi que mettre vos téléphones mobiles en silencieux pour éviter appels ou vibrations. Et deuxièmement, pendant les sessions de questions-réponses, qui seront lisiblement indiquées à l'écran, vous pourrez bien sûr demander à prendre la parole dans le chat et nous activerons à ce moment-là
votre micro. Si ça ne devait pas fonctionner, vous pourrez l'activer vous-même lorsque je vous l'indiquerai. Alors, concernant notre première séance qui va présenter les implications du Ségur du numérique en santé, et le Ségur du numérique en santé étant une accélération de la mise en œuvre de la feuille de route du virage du numérique en santé qui s'inscrit plus largement dans la stratégie de Ma Santé 2022. Donc notre première séance a été enregistrée ce matin entre Raphaël Baudré et Bruno Gauthier. Je vais vous transférer la séquence vidéo qui dure à peu près une dizaine de minutes. La séquence vidéo sera donc suivie d'une période de questions-réponses qui seront animées par Bruno Gauthier. Madi, on n'a pas le son de la vidéo. Ah, on n'a pas le son de la vidéo. Non, moi j'avais rien. C'est très embêtant parce que je l'ai de mon côté. Ah, ça c'est problématique. Alors, on va espérer que cela va fonctionner de ce côté-ci. Est-ce que là, le son est-il audible? Toujours pas. Madi, dans le partage de ton écran, il faut que tu actives le son du PC. Alors. Dans l'icône de partage de l'écran, il faut que tu actives aussi le son du PC. Du PC. Merci beaucoup. Nous allons... Tu le vois? J'attends d'avoir... alors, inclure le son de l'ordinateur. Parfait. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, espérons que cette fois-ci, nous allons avoir un bon son. Ah, parfait, ok. Bonjour à tous et merci d'être présents. Le son est-il audible? Je vais vous prendre quelques minutes. Oui, si tu peux monter un petit peu le son par Oui. contre. Ah, parfait, ok. Alors, j'espère que le son sera suffisamment audible. Ah, parfait, ok. Bonjour à tous et merci d'être présents à cet événement. Je vais vous prendre quelques minutes pour vous exposer nos travaux sur le Ségur numérique. Donc le Ségur numérique, c'est un grand programme d'investissement qui est piloté par le ministère des Solidarités et de la Santé, et en particulièrement la délégation au numérique en santé, qui vise à accélérer le partage des données en santé. Alors, au global, le programme est un programme d'accélération qui représente un financement d'à peu près 2 milliards d'euros. Et pour la biologie médicale, ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros, et nous avons travaillé depuis plus de 6 mois maintenant avec un groupe d'experts en lien avec l'écosystème pour structurer l'ensemble de nos actions. Alors, le Ségur se divise en deux actions bien différentes. Une action qui est pour l'accompagnement à l'équipement. Donc l'enjeu, c'est de faire migrer les systèmes de gestion de laboratoire pour qu'ils puissent devenir compatibles avec le partage des données de santé. Ça, c'est la première action sur laquelle on aura l'occasion de pas mal revenir dans les prochaines minutes. Et puis une deuxième action dont on parlera peut-être un peu moins, qui arrivera dans un deuxième temps, parce que la première est une condition de l'autre, qui est une action d'aide à l'usage, c'est-à-dire des financements à destination des hôpitaux et des laboratoires de biologie médicale de ville,
à l'atteinte de certains objectifs sur le partage des données de santé en biologie médicale. Partage, vous l'avez compris, premier objectif vers le DMP, deuxième objectif vers la messagerie sécurisée de santé pour les correspondants de santé, troisième objectif par messagerie sécurisée de santé, mais pour les patients, dans leur espace numérique de santé qui va s'appeler Mon Espace Santé. Et quatrième objectif, sur lequel les représentants des biologistes avec lesquels on a beaucoup échangé ont fortement insisté, la capacité pour les biologistes médicaux d'accéder au DMP en consultation pour pouvoir éventuellement, dans certaines situations, sur certains dossiers, modifier la prescription ou avoir une aide à l'interprétation. Alors, ce qu'on vous propose avec Bruno, c'est de balayer successivement d'abord un petit peu qu'est-ce qu'on a mis dans ces dossiers de labellisation pour les éditeurs qui leur permettront d'être référencés et ensuite donc de toucher cette fameuse aide à l'équipement. Et puis ensuite, on fera justement un petit focus plus particulier sur les questions de financement. Et puis on terminera par ce qui est le plus important, c'est vous, dans tout ça, quelles sont les actions que vous allez devoir entreprendre si vous voulez bénéficier du dispositif, ce qu'on espère. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec un focus sur les dossiers de spécification pour le référencement des éditeurs. Donc ce premier point, vous l'avez compris, notre enjeu c'est de faire, on a dans les 6 derniers mois identifié un certain nombre de freins qui faisaient qu'aujourd'hui on avait une situation assez dégradée, peu de laboratoires avaient fait leur transcodification en ligne de leur catalogue, peu de laboratoires alimentaient systématiquement le DMP, peu de laboratoires partageaient systématiquement leur CR bio par messagerie sécurisée de santé. Parfois, les comptes rendus de biologie étaient structurés informatiquement de manière pas complètement conforme au cas d'interopérabilité, etc., etc. Donc, face à ça, il a fallu se dire qu'on voulait faire évoluer les logiciels de l'ensemble des laboratoires de France. Et on s'est un petit peu inspiré de ce qui s'était passé sur CILEF en se disant ça peut être intéressant que l'État rentre dans une action directe vis-à-vis des éditeurs, où l'État fixe un cahier des charges et dise voilà, les éditeurs, vous devez être au rendez-vous pour être financés pour cette action à l'équipement. Et donc, c'est ce qu'on s'est arrêté à faire avec, évidemment, les représentants des biologistes, évidemment, les éditeurs eux-mêmes. Donc, une démarche vraiment minutieuse de cribler tous les freins et d'associer quelles sont les évolutions techniques et fonctionnelles qu'il fallait mettre en place. Alors, on a constitué donc, un document qui s'appelle le document de spécification pour le référencement. On a divisé la charge en 2 phases, en 2 vagues, parce que c'était parfois assez lourd. Donc, on a fait une première vague qui va se dérouler là dans l'année qui arrive et une deuxième vague qui se déroulera plutôt sur le calendrier 2022-2023. Donc dans ce dossier, qui est un fichier Excel qui fait à peu près 70 lignes, on liste un certain nombre d'exigences du type le système doit automatiquement générer un compte rendu de biologie sous le format XY. Et donc ça, on l'a élaboré, ça nous a pris beaucoup de travail, et on a abouti à une version qui est maintenant finalisée, qui est publiée sur le site de l'Agence du numérique en santé. Alors qu'est-ce qui contient? Je vais vous épargner les 60 lignes et vous donner vraiment les grands axes et les grandes fonctionnalités. Le premier élément qui nous a semblé très important, c'est qu'il faut que ce soit le système de gestion de laboratoire, l'outil métier du biologiste, qui soit vraiment l'endroit où il y a la génération du compte rendu. Ça, c'est un point très important parce que le biologiste doit pouvoir voir le compte rendu qu'il va derrière envoyer à un certain nombre de destinataires et il doit pouvoir à terme, pas tout de suite, le signer. Et tout ça, ça nécessite qu'il soit façonné, qu'il soit visualisé à l'intérieur du système de gestion de laboratoire. Ça a l'air d'être simple, mais ce n'était pas le cas dans toutes les situations. Parfois, le compte rendu était généré en fait, dans un logiciel tiers. Ensuite, sur le format des comptes rendus, ça c'est un point très important, on a réaffirmé un engagement qui était réglementaire avec le décret de la biologie médicale de 2016, avec le volet compte rendu de biologie du cadre d'interopérabilité qui était finalisé depuis maintenant quelques années et qui n'était pas toujours mis en pratique. On a réaffirmé que les comptes rendus de biologie médicale devaient être dans un format qu'on appelle le CDA R2L3, qui est un nom un peu barbare, qui est écrit à Document Architecture. En gros, c'est un fichier XML qui contient les données de manière structurée, avec l'INS du patient, l'identifiant du professionnel qui a validé le résultat, les analyses codifiées, etc. etc. Ça, c'est très important qu'on aille dans une structuration parce que c'est vraiment cette structuration des données de santé qui permettra à destinataire de vraiment consommer et tirer tout le parti du travail du biologiste autour du compte rendu de biologie médicale. On a aussi acté un point qui est important, qui est qu'en plus de ce compte rendu sous forme CDR de F3, il était important d'envoyer ce compte rendu en PDF. Alors pourquoi en PDF? D'abord parce que le patient va être destinataire, on va y revenir tout à l'heure, d'un certain nombre de ces comptes rendus, et il est important que le patient puisse le lire. Et le patient, lui, n'a pas d'outil qui lui permet de lire un fichier structuré en XML, ou c'est vraiment des patients particulièrement geeks, on va dire. Donc c'était important aussi de générer le compte rendu en PDF. Et également pour les destinataires qui n'auraient pas encore fait les évolutions pour intégrer justement les comptes rendus structurés. Alors j'en profite au passage pour dire
logiciel puisse bien incorporer des comptes rendus de biologie médicale sous format CDR de N3, avec les éléments qui nous semblent les plus importants, par exemple le rattachement automatique d'un compte rendu de biologie à un dossier si l'INS est qualifié, s'il y a une valeur pathologique ou un écart à la normale, que le compte rendu puisse être mis en valeur dans la liste de travail du médecin ou du secrétariat, etc. etc. Donc, pour revenir à nos comptes rendus de biologie, les envoyer, les générer en CDR de N3 et en PDF, et ce qu'on a mis dans ces dossiers de spécification pour le référencement des éditeurs, c'est la capacité d'avoir un envoi systématique au DMP. Ça, c'est un point très important. Or, certains cas d'exception qui peuvent être paramétrés, par exemple dans le cas d'une consultation d'annonce, ou dans le cas de patients mineurs, etc. Donc ça, c'est vraiment l'alimentation automatique et systématique du DMP. C'est un point qui est très important et c'est vraiment l'indicateur phare qui sera suivi, notamment dans les actions pour l'aide à l'usage. C'est quel est le pourcentage du compte rendu biologique qui est envoyé au DMP par rapport à tout ce qui a été produit dans le système de gestion laboratoire. L'autre point très important, pour compléter l'alimentation en DMP, on va avoir aussi une alimentation automatique du DMP par les établissements hospitaliers, avec certaines restrictions qui peuvent être liées au service ou à certains types d'examens. Mais ce qui est important, c'est que l'alimentation au DMP est automatique, quel que soit l'endroit où on réalise un examen de biologie médicale. Absolument, ça a été un point qui a fait l'objet de pas mal de discussions et sur lequel on est content d'avoir trouvé une position consensuelle. L'autre point, c'est l'alimentation automatique par messagerie sécurisée vers les correspondants de santé. Alors les correspondants de santé, il y a le prescripteur, bien évidemment, il peut y avoir le médecin traitant, il peut y avoir d'ailleurs un certain nombre d'autres. On a d'ailleurs par exemple prévu dans une des lignes du dossier de spécification la capacité de pouvoir gérer plus de 1 ou 2 correspondants de santé, par exemple, parce qu'on nous a remonté qu'il y avait des systèmes de gestion de laboratoire qui étaient malheureusement capés en termes de nombre de correspondants potentiels pour un dossier. Donc là, ça va permettre d'envoyer automatiquement les comptes rendus par messagerie sécurisée de santé aux professionnels, ce qui est un point très important. Et l'autre point qui est plutôt nouveau, mais qui va être très intéressant pour les biologistes et surtout pour les patients, c'est la capacité de transmettre les comptes rendus directement aux patients par ce qu'on appelle la messagerie sécurisée de santé citoyenne. Ça veut dire que quand vous enverrez un message à l'adresse ins@patient.mssanté.fr, le patient recevra à partir du 1er janvier 2022 dans son espace numérique de santé sur le site monespacesanté.fr, qui est le nouveau nom du DMP quelque part, dans une nouvelle version majeure, il y aura un espèce de service de messagerie applicative sécurisée qui lui permettra de recevoir ses documents de santé et d'échanger avec les professionnels qui lui ont envoyé des messages. C'est-à-dire que le patient ne pourra pas initier des messages, mais le patient pourra répondre dès lors que le professionnel lui a envoyé un contenu comme un contenu de biologie médicale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permettra aussi, par exemple, de paramétrer une adresse de réponse qui pourra être organisationnelle, gérée par le secrétariat, par exemple, du laboratoire. Donc ça, c'est le troisième point extrêmement important, c'est l'envoi automatique et systématique des comptes rendus bio aux patients par messagerie sécurisée de santé, sauf exception évidemment, par exemple consultation d'annonce, etc. Et un autre point extrêmement important, c'est la consultation du DMP. Donc on a prévu qu'on commençait petit, mais il faut avancer par petits pas, c'est-à-dire juste avoir un bouton dans le dossier du patient au niveau du système de gestion de laboratoire qui permet d'envoyer vers un navigateur Internet qui s'ouvre automatiquement sur le DMP professionnel. C'est un outil qui s'appelle le WebPS DMP, donc on peut le trouver en tapant dmp.fr/ps. Et ça permet aux professionnels d'accéder aux documents, de visualiser les différents documents qu'il y a dans le DMP du patient. Sachant que pour fluidifier les choses, l'enjeu c'est qu'il puisse ne pas y avoir. D'abord, l'enjeu c'est que le biologiste puisse tomber directement dans le dossier du patient. Donc c'est pour ça qu'il y a un appel de contexte, c'est-à-dire quand on clique sur le bouton dans le SDL dans le dossier du patient, on tombe directement dans le dossier du patient quand on va sur le DMP. Et l'autre point, c'est la question de l'identification électronique. C'est particulièrement lourd s'il y a une étape de réidentification. Donc à partir de décembre de cette année, le WebPS DMP va intégrer ProSanté Connect, donc il n'y aura pas que la carte CPS pour se connecter en consultation au DMP, il y aura aussi une ProSanté Connect avec la fameuse ICPS. Et comme on va demander aux éditeurs d'également implémenter ça dans les logiciels de gestion de laboratoire, pour les biologistes qui se seront connectés par ProSanté Connect dans leur SGL, quand ils passeront sur le DMP, ils n'auront pas de reconnexion. Voilà, ce sera fluide, ce sera direct. Ils auront directement dans le dossier du patient. Donc ça, c'est également un point important. Et puis peut-être dernière fonctionnalité dont je pense qu'il est intéressant de
parler aujourd'hui, c'est qu'on a prévu toute une mécanique d'export et de réimport des catalogues d'analyse pour permettre de justement effectuer la transcodification LOINC. Parce que sans transcodification LOINC, c'est compliqué de structurer les analyses dans le CDR de S3. Et donc pour ça, on a demandé aux éditeurs de faire tous, sur le même format, la capacité d'extraire tout le catalogue local afin que le laboratoire puisse le transcoder et ensuite le réimporter à l'intérieur de son HL. Et donc ça, on a spécifié ces choses-là et on va financer dans le cadre du Ségur le transcodage LOINC pour l'ensemble des laboratoires. Donc avec, il y a aussi plusieurs sociétés spécialisées qui proposent leurs services d'accompagnement au transcodage, donc cette prestation sera financée dans le cadre du Ségur. Donc voilà, je ne sais pas si Bruno, tu souhaites rajouter certains points, mais c'était à peu près un rapide descriptif des dossiers de spécification au référencement qui sont publiés sur le site de l'Agence du numérique en santé et qui vont faire l'objet d'une période d'1 an pour la labellisation et on est en contact étroit avec les éditeurs pour savoir à partir de quel mois, en fin 2021 ou début 2022, est-ce qu'ils seront référencés. Voilà. Sachant que ça nécessite pas mal de développement de leur côté, mais que ça fait plusieurs mois déjà qu'on échange avec eux, donc c'est des points qu'ils connaissent bien maintenant. Alors, je voulais moi juste insister sur un point, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la raison de l'échec du décret 2016-46, c'était que l'écosystème n'était pas prêt à consommer des comptes rendus transmis en structuré en CDR de niveau 3 et par NSS. Et là, la grande force du Ségur du numérique, c'est de faire en sorte que tout l'écosystème évolue en même temps et que les consommateurs, que les éditeurs, excusez-moi, pas les éditeurs, mais les transmetteurs de compte rendu, les consommateurs de compte rendu, quels qu'ils soient, que ce soit des comptes rendus de biologie médicale, de radiologie, des lettres de liaison, puissent communiquer et échanger par messagerie sécurisée de santé et en structuré. Voilà, donc c'était vraiment ce frein-là qui avait été majeur pour la mise en œuvre de la NSS et du CDR, ça va être levé très rapidement. Donc ensuite, si on... Merci beaucoup. Voici donc pour la première séance vidéo. Elle devait initialement être suivie par une séance de questions-réponses. Il se trouve que Bruno Gauthier, de manière à ce qu'il puisse répondre à votre question, est malheureusement pris dans un aléa d'embouteillage. Donc nous allons passer à la deuxième partie, qui est la partie financement, c'est la séance numéro 2. Je vous demanderai donc de bien vouloir nous excuser pour cet aléa technique organisationnel. Gardez bien vos questions liées à la première séance et vous pourrez, si tout se passe bien, les poser après la séance numéro 2 et qui sera consacrée sur le volet mécanisme de financement du Ségur du numérique en santé appliqué à la biologie médicale. Sur le financement, ce qui est également une grande nouveauté de ce Ségur numérique, c'est que nous accompagnons financièrement cette transition avec un financement donc, à l'équipement et à l'usage. Donc, pour commencer par le financement à l'équipement, l'idée c'est de financer directement les éditeurs et pour qu'ils équipent les biologistes médicaux avec des nouvelles versions de leur logiciel, de leur système de gestion de laboratoire, compatible Ségur, c'est-à-dire compatible, référencé sur les dossiers de spécification de référencement qu'on évoquait tout à l'heure. Ce financement qui est conséquent, qui concerne plusieurs dizaines de millions d'euros, est un financement qui va donc permettre quelque part d'acheter pour le compte du laboratoire. Alors c'est quelque chose d'exceptionnel, le laboratoire reste le client de l'éditeur, et ça ne va pas changer à l'avenir, ce n'est pas la puissance publique qui va devenir le client des foncières, mais disons que la puissance publique donne un coup d'accélérateur pour une version où elle finance l'aide à l'équipement, voilà, le déploiement de cette nouvelle version Ségur. Et donc ça, la mécanique qui va être associée à ça, c'est que les éditeurs vont donc se faire référencer. Prenons une solution de système de gestion de laboratoire, elle va par exemple se faire référencer au mois de décembre 2021. Ça veut dire qu'elle aura démontré que sur l'ensemble des exigences, sa nouvelle version, par exemple la version 10, respecte ces exigences. Une fois que ça s'est fait, pour l'ensemble des clients
de cette solution, qui utilisent cette solution et qui souhaitent conserver cette solution et ne pas en changer, et qui souhaitent aller vers la version 10, l'éditeur va proposer au laboratoire, il va probablement téléphoner au laboratoire, les contacter, pour leur dire, écoutez, voilà, je vais vous proposer un devis qui va, par exemple, être le coût de déploiement de la version 10, incluant la maintenance, je vais à 30 000 euros, par exemple, et mettra derrière potentiel de financement par l'État, moins 30 000 euros. Donc le devis sera grosso modo de 0 euros. Si ce n'est certains cas particuliers où il peut y avoir, par exemple, une dette technologique particulière d'un laboratoire qui, par exemple, n'avait pas de serveur suffisamment puissant, auquel cas il faudra que le laboratoire, par ailleurs, achète un serveur pour installer cette version, mais ça devrait se produire dans un nombre relativement restreint de cas. Donc une fois que le laboratoire aura passé un bon de commande à l'éditeur, un bon de commande à 0 euros, disant voilà, je vous commande la version 10 de mon logiciel, qui est compatible Ségur, il faudra évidemment que vous planifiez avec votre éditeur la période dans laquelle vous allez pouvoir qualifier et installer les choses. Pour le financement, nous avons beaucoup ces questions parce qu'évidemment, il fallait savoir comment faire un système pas trop compliqué, comment financer de manière équitable, est-ce qu'il fallait financer par laboratoire, entité juridique, entité géographique, sur le nombre de B, sur le nombre d'examens, sur le nombre de prélèvements, sur le nombre de biologistes. Ça pouvait devenir très compliqué. Donc ce qu'on s'est dit finalement, c'est où sont les coûts, c'est-à-dire où est-ce que ça coûte. Donc là où ça coûte, c'est d'installer sur une instance, donc une nouvelle version du logiciel. Donc à chaque fois que le logiciel est installé quelque part, il faut mettre la nouvelle version à jour. Donc ça coûte, c'est des travaux techniques, avec les tests de non-régression, les tests de qualification, etc. Et puis, il y a quand même un facteur qui est important, c'est pas la même chose quand c'est une instance qui est utilisée par un seul site, versus c'est une instance qui est utilisée par 10, 20, 30 sites, parce qu'il y a des coûts de paramétrage supplémentaires, il y a des coûts de formation, parce qu'il faut faire des réunions avec les différents sites pour leur expliquer le fonctionnement de la nouvelle version, etc., etc. Donc on a finalement retenu un financement qui est basé sur le nombre par instance logicielle et qui est basé par tranche de site. Donc qui pourra être financé chaque fois qu'est installé un logiciel de système de gestion de laboratoire, dès lors évidemment qu'il est utilisé par au moins un laboratoire de biologie médicale. Et ensuite, il y aura des financements qui vont croissant selon le nombre de sites qui utilisent cette instance. Donc on a beaucoup travaillé avec l'écosystème pour essayer d'ajuster les barèmes, et les barèmes seront publiés prochainement. Je pense qu'on a abouti à quelque chose d'assez assez sain, qui respecte les grands équilibres, notamment de financement entre la ville et l'hôpital, ainsi que les grands équilibres en termes d'heures. Et donc on va avancer sur ce barème, on va publier ce barème très prochainement. Après, pour le financement à l'usage, qui est le deuxième volet du financement, après le volet de financement à l'équipement, il y a des dispositifs particuliers qui sont prévus à l'hôpital. Et à l'hôpital, ce sera très probablement, dès le premier semestre 2022, l'atteinte d'objectifs pour le nombre de comptes rendus avec l'INS qualifié envoyé au DMP par rapport au nombre de comptes rendus générés dans le GL. Ce sera un système qui sera un peu comparable au système Open, qui est assez connu dans les hôpitaux. Et puis en ville, pour le coup, on est encore un petit peu dans l'incertitude parce que on est tributaire de la négociation sur la convention qui devrait intervenir d'ici le milieu de l'année 2022, même si on a déjà quelques premières pistes et qu'on pourrait envisager un forfait numérique, un peu à l'image du forfait post-analytique, ou une sorte de ROS pour les biologistes sur ces aspects numériques. Donc voilà un petit peu sur les aspects financement. Ce qu'il faut retenir sur les aspects financement du point de vue du laboratoire, c'est que l'État finance l'acquisition et le déploiement de nouvelles versions. Donc on fait un effort financier très conséquent pour permettre rapidement conforme entre guillemets aux différentes exigences réglementaires et pour envoyer systématiquement les comptes rendus au DMP par message sécurisé. Très concrètement, ça vous apportera surtout aussi de la valeur. Par exemple, la capacité de consulter le DMP dans vos nouvelles versions de logiciels, tous ne l'avaient pas jusqu'ici, et ça ce sera quelque chose de vraiment nouveau qui vous intéressera tout particulièrement. Et puis, le financement à l'usage lui permettra de sécuriser que dans les prochaines années, au long cours, il y ait toujours un effort pour conserver ce caractère systématique et automatique du partage des données de santé, qui est vraiment notre objectif. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire peut-être sur le financement, avant d'aborder la troisième partie sur ce qu'on vient de faire pour un laboratoire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, c'était la fin donc de la deuxième séquence correspondante, et malheureusement il se trouve que Bruno est toujours pris dans les embouteillages, bien malgré lui. Il espère nous rejoindre pour la séance de questions-réponses. Je suis revenu. Ah, fantastique, Ouais. merveilleux. Allô ?
Je pense que nous t'entendons. Je suis revenu. Très bien. Alors, voyons voir. Je me suis arrêté, je me suis posé dans un coin pour répondre aux questions. Alors, voyons voir s'il y a des questions. Pour l'instant, dans la conversation, il n'y en a pas. Si des membres parmi vous souhaitent intervenir, ils peuvent donc se manifester dans le chat ou tout simplement couper leur micro et prendre la parole. On a été super clair là. Bien. Petite précision, les documents auxquels fait référence Raphaël Beaufret seront mis, ainsi que cette vidéo, sur le site de la SFIL dans les 48 heures maximum. Vous pourrez les consulter directement sur la page d'accueil de la SFIL pour ce qui est de ce webinaire. Et s'il n'y a pas de questions particulières, ou le temps que d'autres questions se formulent, nous allons donc passer à la séquence vidéo numéro 3. Cette fois-ci sur, concrètement, pour les laboratoires de biologie médicale, quelle mise en œuvre et conséquences immédiates. Les laboratoires dans cette affaire, notamment sur l'action au financement, et puis on parlera peut-être un petit peu du financement à l'usage, du financement à l'équipement. Donc la première étape, c'est, une fois que vous sortez de cette vidéo, c'est peut-être aller sur le site de l'Agence numérique de santé, on vous enverra le lien pour aller jeter un coup d'œil au dossier de spécification de financement de la vague 1, sachant qu'on a déjà une petite idée de ce qu'on va mettre dans la vague 2, mais déjà ce serait bien de prendre connaissance quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui pourront... Il n'y a que ça. En fait, c'est à la fois Manouchland, à la fois Hijab ici, à la gare. Les deux sont... Désolé pour ce petit dérangement, il semblait y avoir quelqu'un d'autre qui parlait. Je vous relance la vidéo qui n'a pris que 38 secondes. Hein. Et puis on parlera peut-être un petit peu du financement à l'usage. M'a dit, excuse-moi, mais je n'ai plus de son. Liste les différentes exigences que doivent respecter. Excusez-moi, est-ce que pour cette dernière séquence vidéo, y avait-il du son ou est-ce que personne n'entendait? Pas de son. Pas de son. Non, pas de son. Alors, merci beaucoup pour vos retours. Alors, je la relance, vous allez pouvoir m'indiquer si cette fois-ci vous entendez le son. Côté des laboratoires dans cette affaire, Oui. pour l'action au financement. Merci beaucoup. Et puis on parlera peut-être un petit peu du financement à l'usage, le financement à l'équipement. Donc la première étape, c'est, une fois que vous sortez de cette vidéo, c'est peut-être aller sur le site de l'Agence numérique de santé, on vous enverra le lien pour aller jeter un coup d'œil au dossier de spécification de référencement de la vague 1, sachant qu'on a déjà une petite idée de ce qu'on va mettre dans la vague 2, mais déjà ce serait bien de prendre connaissance de quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'il y aura dans vos SGL probablement assez rapidement. Donc ça, c'est peut-être la première étape. C'est un document qui est assez compliqué, mais qui n'est pas non plus illisible et qui liste les différentes exigences que doivent respecter les logiciels. Ensuite, l'étape la plus importante, c'est dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, se rapprocher de votre éditeur si jamais lui ne le fait pas spontanément, en vous contactant pour vous en parler. Et donc, dans cette discussion avec votre éditeur, je pense que la première question, ce sera est-ce que vous, éditeur, sur la solution que moi j'ai, est-ce que vous avez prévu de
faire référencer? Si oui, à quelle échéance? Nous, on a déjà une première idée, mais c'est surtout important que l'éditeur puisse vous le dire en direct, qu'il le mette dans le cadre de votre relation, la relation que vous avez avec lui. Et donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de se rapprocher de l'éditeur pour expliquer, voilà, est-ce que votre solution va être référencée, et si oui, à quelle échéance? Si vous avez un éditeur qui, on espère ce sera la majorité des cas, dit, ben voilà, sur la solution que vous avez, je vais effectivement me faire référencer, je pense que je serai prêt pour décembre, par exemple. Là, sans trahir certains secrets, il y a plusieurs éditeurs qui sont prêts, qui nous disent qu'ils sont prêts au référencement pour décembre. Si votre éditeur vous confirme bien ça, l'enjeu, ça va être avec lui de planifier à quel moment est-ce que vous allez passer le bon de commande pour le bon de commande entre guillemets à 0 € pour la nouvelle version Ségur, et surtout à quel moment vous allez planifier le déploiement effectif sur votre instance. Et ça, c'est très important parce que ça va vous prendre un petit peu de charge de votre côté, parce qu'une nouvelle version, c'est pas quelque chose de très simple. Il y a des enjeux de travaux de non-régression, travaux de qualification, etc. Après, les éditeurs vont vouloir paralléliser un certain nombre de déploiements et donc ils vont mettre des ressources. Évidemment, ils sont intéressés par la subvention qui va leur être versée dans ce cadre-là. Et ils vont mettre des ressources pour essayer de vous accompagner le plus possible. Et c'est quand même important qu'il y ait des professionnels, soit les référents informatiques du laboratoire s'il y en a, ou du biologiste pour valider un certain nombre de points particulièrement stratégiques, qu'il y ait un échange et que vous libériez un peu de temps pour organiser cette migration. Surtout pour la planifier. Globalement, ça me semble peu probable qu'il y ait beaucoup de déploiements avant les premiers mois de 2022. Donc ce sera surtout une planification sur les 6 premiers mois de 2022. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est vraiment de vous rapprocher avec votre éditeur et de planifier ce déploiement. Ensuite, il y aura une étape au moment où c'est déployé, toute cette opération d'aide à financement à l'équipement, c'est pas un chèque en blanc qui est fait aux éditeurs. On ne donnera pas d'argent, on donnera une avance de 30%, mais on ne donnera pas les 100% et on demandera le remboursement du 30% si jamais il n'y a pas de déploiement effectif. Alors, comment est-ce qu'on va vérifier le déploiement effectif? C'est qu'on va d'abord vous demander une preuve de votre part que le déploiement s'est bien déroulé, que la nouvelle version étant installée en routine, qu'elle est utilisée sans problème par les professionnels. Donc on vous demandera, l'éditeur vous demandera de signer un papier. Alors il peut avoir plusieurs noms, mais c'est globalement une validation du service fait qui explique que l'installation de la version 10, pour reprendre l'exemple que je citais tout à l'heure, s'est bien déroulée et que donc ça peut valider le versement des financements par la puissance publique. Ça c'est très important, on demandera la signature du représentant légal de l'entité juridique, que ce soit une société d'exercice libéral ou un établissement public de santé par exemple. On demandera aussi d'ailleurs à l'éditeur quelques pièces justificatives complémentaires. On a voulu rester le plus simple possible et pas tomber dans la paperasserie. De toute façon, c'est la paperasserie, entre guillemets, c'est l'éditeur qui la gère. Hein. C'est lui qui ensuite va aller chercher les financements, donc c'est lui qui doit récupérer les pièces. Mais en plus de la validation de la signature du biologiste sur le fait que la version a été bien déployée, on demandera 2 ou 3 petites choses, comme par exemple un compte rendu de test élaboré dans le contexte de paramétrage du laboratoire, pour prouver que c'est pas juste on a installé une Ferrari mais on n'a pas activé les fonctionnalités, parce qu'il y a un enjeu de paramétrage. Donc vérifier que vous savez bien produire un compte rendu de biologie au bon format, avec notamment il y a un outil qui est déployé par l'Agence du numérique en santé qui s'appelle l'espace de test d'interopérabilité qui vous permet de télécharger un compte rendu de test. Et il vous dit, il fait automatiquement une batterie de tests standardisée, je crois qu'il y en a plusieurs milliers, et il vous dit tout de suite s'il y a des problèmes et que le CDA est mal fichu ou qu'il y a des problèmes de paramétrage. Et indépendamment de ça, on voudra une preuve que vous avez bien envoyé une dizaine de comptes rendus au DLP et par messagerie sécurisée. Donc voilà ce qui sera demandé pour que l'éditeur puisse toucher l'argent correspondant au déploiement de cette version. Donc pour vous, le travail devrait être relativement restreint, c'est l'éditeur qui portera une grosse partie, mais néanmoins, il y a la nécessité de dégager du temps et surtout de planifier avec l'éditeur suffisamment en amont à quelle date vous allez déployer la version Ségur compatible. Alors, une fois qu'on a dit ça, il va y avoir évidemment malheureusement des cas dont il faut qu'on parle aujourd'hui, qui est le cas où vous aurez un éditeur qui dira bah oui, mais désolé, mais votre solution, moi, elle n'est plus dans ma roadmap stratégique, elle ne va plus être maintenue. Alors, dans beaucoup de cas, vous êtes déjà au courant. Dans certains cas, il y a des solutions pour lesquelles vous allez la prendre. Et puis, indépendamment du fait qu'elles soient maintenues ou pas, c'est généralement les solutions non maintenues sur lesquelles les éditeurs ne vont pas les faire référencer, parce qu'ils ne vont pas faire des développements sur des solutions qui ne sont plus maintenues. Et donc, dans ces cas-là, vous allez avoir plusieurs choix. Soit vous décidez de vous engager dans une migration vers un autre logiciel, que ce soit de cet éditeur ou d'un autre éditeur d'ailleurs, dans la période des 12 mois, ce qui est particulièrement
compliqué en termes de délai, on en a bien conscience, mais auquel cas, si vous migrez vers une solution qui est labellisée, à ce moment-là, vous allez pouvoir toucher quelque part la version financée par l'État pour le Ségur. Alors, on ne financera pas l'intégralité de la migration, on ne financera que le plafond qui est le même que les autres pour la nouvelle version de Ségur. Sachant que certains éditeurs, appâtés entre guillemets par le potentiel de financement, font peut-être plus d'efforts pour vous accompagner dans des migrations, peut-être en vous faisant des tarifs sur la migration qui sont plus alléchants. Ça, c'est quelque chose. C'est aussi une opportunité parce que les éditeurs vont être intéressés par aller avoir quelque part le plus d'instances possible dans le cadre de ces dispositifs. Donc, si vous aviez une migration à faire, c'est probablement le bon moment de la faire et ça peut être l'objet d'une discussion avec votre éditeur dès cet début. Si jamais c'est infaisable dans les 12 mois, cette migration, que vous ne souhaitez pas migrer votre logiciel vers une nouvelle version maintenue ou une nouvelle version référencée Ségur, vague 1, vous aurez toujours votre version. Et à ce moment-là, ce qu'il faut que vous voyez avec votre éditeur, c'est est-ce que votre solution actuelle va permettre de faire notamment la qualification de l'INS et l'envoi au DMP, qui vous permettront derrière de toucher le financement à l'usage. Parce que même si vous ne touchez pas le financement à l'équipement, ce qui n'est pas une obligation, c'est un accompagnement, c'est une aide, mais pour ceux qui ne souhaitent pas la toucher, on va forcer personne. Eh bien, il y aura le deuxième enjeu, c'est le financement à l'usage, qui va être aussi particulièrement conséquent. Et si vous voulez atteindre, par exemple, à l'hôpital, des cibles de 50, 60, 70% de compte rendu de biologie envoyé au DMP avec une INS qualifiée, eh bien ça, il va falloir vérifier, même si votre solution n'est pas référencée, que votre solution elle est quand même compatible. Il y aura quand même un intérêt à avoir avec votre éditeur si, à minima, sur l'envoi au DMP et la qualification de l'INS, l'envoi automatique au DMP, eh bien, il y a rendez-vous, même si ce n'est pas référencé. Alors, je vous rassure, on mène, nous, un travail de fond avec l'ensemble des éditeurs. Il y a eu des bilatérales, des multilatérales avec les éditeurs, on les connaît tous maintenant extrêmement bien. On les motive. On leur dit, voilà, il faut que vous soyez vraiment référencés le plus vite possible. Après, il y a des éditeurs qui ont vraiment pris des choix très, très clairs sur le fait que certaines solutions ne seront pas référencées parce qu'elles ne sont plus dans leur trajectoire de maintenance. Et donc ça, c'est un élément que vous devrez voir avec eux. On mettra de toutes les façons à votre disposition tout un ensemble de courant de l'été on va notamment un flyer à votre attention pour rappeler ce qu'on a dit dans cet échange. Et puis, on mettra un service qui permettra, si vous avez des questions, de nous contacter pour qu'on puisse en discuter par rapport à une situation particulière que vous rencontriez et sur lesquelles vous avez des interrogations. Donc, voilà un petit peu le manuel, entre guillemets, de qu'est-ce qu'il faut faire pour le financement à l'équipement du côté des laboratoires. Concernant le financement à l'usage, c'est trop tôt pour en parler pour la médecine de ville parce que c'est nécessaire d'attendre la négociation conventionnelle pour savoir quel est le mécanisme, est-ce que ce sera un portefeuille numérique, est-ce que ce sera une ROSP, etc. Donc ça, on diffusera les informations en temps voulu. Pour la partie hospitalière, ça arrivera probablement un peu plus vite, et donc en lien avec vos DSI qui connaissent bien les mécanismes de type Open, vous aurez également des informations, mais là encore, ce sera probablement un dossier de candidature à faire auprès de l'ARS, un peu comme pour Open, dans lequel votre établissement devra juste apporter les preuves que sur une période de temps donnée, sur tous les comptes rendus de biologie produits par le SGN, vous en avez envoyé X% au DLP avec une escalation. Donc ce sera un dossier de candidature un peu similaire à Open qui sera à faire par votre établissement. Voilà un petit peu les éléments sur ce que vous devez faire en tant que laboratoire. Voilà. C'était donc la troisième séquence, la troisième vidéo. Je vais passer la parole à Bruno Gauthier, qui va pouvoir répondre à vos questions sur ces trois séances-là. Il y a déjà des questions qui ont été posées sur le chat, au moins une tout à l'heure. Alors, visiblement, elle a été répondue, donc les vidéos semblent être suffisamment pédagogiques. La question était, les éditeurs devraient répondre aux spécifications fin 2021, début 2022. Y a-t-il un calendrier plus précis? Oui, le calendrier, il est beaucoup plus précis. C'est de juin. La période de référencement, elle va aller de juin 2021 à juin 2022. Et donc, il y aura peut-être une petite rallonge d'un ou deux mois, mais il ne faut pas compter dessus. Donc voilà, la période de référencement elle est sur cette période-là et la période de financement couvre exactement la même période. Très bien, merci Bruno. Y a-t-il d'autres questions à l'oral ou
au travers de la conversation. Bien. Ah. Donc, une autre question. Y a-t-il un objectif en termes de pourcentage d'envoi de compte rendu dans le DMP à une échéance donnée, par exemple fin 2022? Alors ça, c'est pour le financement à l'usage. Oui, il y aura des objectifs d'alimentation et de transmission par MSS. D'accord. J'en profite pour étendre la question. La question était posée sur le DMP. Est-ce qu'il y a des pourcentages ou des objectifs par canal, DMP, messagerie sécurisée de santé, ou ce sont des objectifs communs? C'est le même pourcentage, quels que soient les canaux. Les objectifs là n'ont pas encore été définis en ce qui concerne la partie financement à l'usage. Ça va dépendre d'une négociation avec la CNAM. Et qui est prévu au premier semestre 2022, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien, merci. D'autres questions peut-être? Alors, en attendant de laisser les questions se manifester par écrit, nous vous rappelons que nous aurons notre congrès de la SFIL qui aura lieu les 24 et 25 mars 2022, que d'ici à cette date-là, nous aurons d'autres webinaires qui seront organisés. Vous pouvez le voir à la fin de cette diapositive, le mardi 7 septembre 2021. Vous pouvez déjà prendre note, ce sera un webinaire ouvert comme aujourd'hui, intitulé CIDEP et après le CIDEP. Et il y aura un autre webinaire qui aura lieu également en fin d'année 2021, en décembre. Vous pourrez retrouver toutes ces dates sur le site de la SFIL, sur laquelle vous pouvez également vous adhérer et bénéficier ainsi de tarifs avantageux concernant le congrès ou de futures formations fournies par la SFIL. S'il n'y a pas d'autres questions présentées... Ah, François. Si tu en as trois autres, deux autres. Alors... Reprenons ici. Les éditeurs ont-ils fait part de leurs inquiétudes concernant le fait de déployer des nouvelles sur tant de sites, donc de nouvelles versions, je pense, sur tant de sites sur une période si courte? Donc, est-ce qu'il y a déjà eu... Oui, là, il n'y a pas de souci. La période de financement, elle a été définie avec les éditeurs. L'idée, c'était d'éviter un effet tunnel. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une période très, très courte. Et ça a été fait en collaboration et en concertation avec l'ensemble des éditeurs. Donc, pour cette partie de financement à l'équipement. Qui ont quand même manifesté le fait que ce serait très compliqué de pouvoir passer tout le monde dans un laps de temps et qu'il allait falloir qu'ils augmentent leurs effectifs également pour pouvoir accompagner au mieux les déploiements. Parce que c'est très court de faire une labellisation et un déploiement sur tout l'ensemble d'un parc. Après, ça dépend de la taille de l'éditeur, bien évidemment. Mais tous les éditeurs ont dit effectivement qu'ils allaient se mettre en ordre de marche pour pouvoir faire au mieux et dans les meilleurs délais. Une autre question, cette fois-ci sur le volet destinataire professionnel. Quel cheminement en parallèle en termes donc de Ségur est prévu pour les logiciels des prescripteurs? Le même. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'écosystème qui est financé. Donc, les producteurs de compte rendu et les consommateurs avec le même type de financement et la même période de labellisation. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que fin 2022, tout le monde soit en capacité de consommer du CDA. À l'image de la force d'attaque biologie médicale, dont tu fais partie, Bruno, il y a également un groupe, une force de travail ville, et donc c'est celle-ci qui est synchronisée.
Voilà, il y a médecine de ville qui est synchronisée, radiologie et hôpital, public, privé. Donc, a priori, aussi bien sur le même schéma de financement à l'équipement et ensuite de financement à l'usage, il y aura donc, a priori, des concertations entre ces différentes forces Ah, de frappe mais qui sont c'est en cours. même la task force de biologie médicale qui a écrit les spécifications de consommation des comptes rendus D'accord. Et, pour et en termes pour l'ensemble des acteurs de santé. Et est-ce que tu as des retours sur le challenge qui a été évoqué il y a quelques instants, d'avoir sur la partie financement à l'équipement et une période de labellisation et une période de déploiement, cette fois-ci du côté ville et ou hôpital? Est-ce qu'il y a Alors, du côté LGC, ils étaient très en avance déjà, donc il y en a certains qui vont même être labellisés dès le mois d'août. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Du côté hospitalier, il y a d'autres contraintes qui viennent se greffer, qui sont pas liées à la capacité des éditeurs à faire les développements, mais qui sont plus liées à la capacité des hôpitaux à mettre en place un déploiement. Mais bon, il y a quand même des financements qui sont assez conséquents et qui vont, pour les hôpitaux, qui vont pas concerner que la biologie, hein, ça va concerner également le DPI et la radiologie. Et donc là aussi, je pense que les hôpitaux vont aussi rapidement se mettre en ordre de marche. Merci. Dans l'une des séquences que nous avons vues, Raphaël Beaufray citait, dans le cas de la biologie, une éventualité où des éditeurs ont indiqué qu'un certain nombre de leurs solutions ne feraient pas l'objet d'évolution de roadmap. Est-ce qu'il y a un ordre de grandeur dans le cadre des logiciels de ville et ou d'hôpital de risque de bascule important vers les solutions qui, elles, seront labellisées, contrairement à celles qui sont aujourd'hui en production, mais qui n'iront pas vers une labellisation et donc pas Je vers suis incapable de l'évaluer. Parce que ça va dépendre aussi de la capacité de l'éditeur à déployer une nouvelle solution. Un changement de version, c'est une chose. Une nouvelle solution, c'est encore une autre problématique en termes de déploiement. Donc ça, je suis impossible, je ne sais pas. Après, un éditeur peut ne pas se faire labelliser, mais peut permettre à son client d'avoir le financement à l'usage. Donc, il faut voir. Là-dessus, on n'est pas en capacité de répondre. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions à l'écrit. Et en transition par rapport à ta dernière réponse, Bruno, le taux d'informatisation et encore plus le taux de solutions, le taux d'utilisation d'équipements pour les futures solutions labellisées, cette fois-ci du côté destinataire, ne sont pas dans les mêmes proportions que les laboratoires, où quasiment tous les laboratoires, tous, sont équipés de solutions. Si, on est dans la même proportion, là, surtout. Ah. Oui, non, là, on n'est absolument pas inquiet côté LGC. Ah, ok. Aussi bien au niveau ville. Ouais. Il y a vraiment eu une très très forte adhésion et comme c'est très concurrentiel, c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont déjà labellisés dès le mois d'août pour prévoir un éventuel changement de système pour ceux qui seraient à la traîne. Donc ça veut dire qu'il y a un taux a priori d'équipements informatiques potentiellement labellisables qui a un pourcentage très élevé en ce qui concerne la partie ville, entre guillemets, la partie non hospitalière, parmi les destinataires. Ce qui va donc impacter et faciliter l'usage, une fois le déploiement technique fait, l'usage de la messagerie sécurisée de santé et l'alimentation du DMP, comme ce qui a été présenté précédemment. Alors, je pense qu'il va peut-être y avoir encore une question. Il me semble qu'une question est probablement en train d'être rédigée. N'hésitez pas, je vous en prie, vous pouvez prendre la parole s'il vous vient d'autres questions.
Bien. Donc je vais laisser en fond d'écran les éléments d'information le temps qu'une nouvelle question surgisse concernant les prochains événements de l'ASFIL. Après ce webinaire, donc nous en aurons un autre le 7 septembre et d'autres webinaires qui vont s'étaler d'ici jusqu'au notre prochain congrès qui a été donc reporté au 24 et 25 mars 2022. Et comme indiqué précédemment, vous retrouverez cette vidéo plus tard lundi, accessible librement sur le site de l'ASFIL. Les références qui ont été faites par les intervenants à des documents ou à des éléments publics disponibles sur l'ANS seront mis également sur le site internet de l'ASFIL comme lien documentaire. Madi, on voit ton Teams au lieu de voir l'écran, en fait. Voilà. C'est bon. Voilà. Je pense que pendant que je parlais, ça se voyait. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Bruno, un mot de conclusion sur les prochaines étapes. Tu nous as parlé de premier semestre 2022 d'une négociation avec la Caisse nationale d'assurance maladie qui va pouvoir déterminer un certain nombre de financements cette fois-ci à l'usage. Alors, ça, ce sera pour la biologie de ville. Voilà, pour la biologie de ville. En biologie hospitalière, c'est dans le cadre du programme Open, plus il y aura un financement spécifique Ségur. Et puis après, on va avoir fin 2020, sur le premier semestre 2022, la publication des dossiers de référencement pour la vague 2, hein, mais qui vont être beaucoup moins lourds que ceux de la vague 1, notamment financer le scellement des comptes rendus, l'archivage. C'est essentiellement ces deux points-là qui seront vus en vague 2. Donc scellement des comptes rendus et archivage. Et l'utilisation de la nomenclature OCUM. Donc comme la liaison était un peu interrompue, la vague 2 va essentiellement concerner le scellement des comptes rendus, des éléments d'archivage et une conformité par rapport au référentiel d'unité OCUM. Oui, c'est ça. Très bien, merci. Voyons voir un aller-retour rapide s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Eh bien, on va probablement clôturer notre premier webinaire sur cette diapositive. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions de votre participation et des questions que vous avez pu poser. Désolé pour ces aléas, aussi bien techniques qu'organisationnels, mais nous allons pouvoir prendre en compte. Je vais vous laisser un... Il y a juste une question qui vient d'être posée par Eric Lenné. Pouvez-vous préciser la nomenclature OCUM, s'il vous plaît? Bon, c'est une nomenclature des unités qui est spécifiée dans le CISIS, mais qui n'avait pas encore été déployée au sein des LGL. Et les LGC sont très demandeurs de cette nomenclature pour pouvoir intégrer plus facilement pour pouvoir faciliter la construction de courbes ou de graphiques avec ce qui va leur permettre d'être certain de la comparabilité des résultats transmis.
Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Bruno, il y a une autre question. Merci. Elle est donc synergique de la nomenclature Loïc? Oui. C'est en fait une brique qui n'existait pas, qui n'était pas disponible, si j'ai bien compris, Bruno. C'est bien ça, si tu peux détailler. Jusqu'à présent, ouais. Sur un code Loïc, on va avoir mol par litre, mais vous pouvez rendre le résultat en millimole, par exemple. Et donc, quand vous comparez les deux résultats, vous en avez un qui est en mol et l'autre qui est en millimole. Donc, ce qui pose un problème. C'est pour ça qu'avec le Wacom, ce problème-là est résolu. Et en tout cas, peut-être la comparaison peut être industrialisée. Il n'y a pas besoin de mécanique compliquée pour aller chercher, parce que beaucoup de SGL envoient l'unité en texte. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour un système consommateur de récupérer correctement l'unité. Donc là, ça facilitera grandement l'intégration. Ce qui veut dire que pour les destinataires, quels qu'ils soient, par exemple dans le cas des logiciels consommateurs médecins, c'est cette brique Wacom qui permet d'intégrer directement et les unités et ainsi que leur taux de conversion. Oui, là, ce sera intégré directement, même en vague 1. Hein. Mais c'est juste que la mécanique sera beaucoup compliquée et pourrait être sujette à certaines erreurs, vu qu'ils doivent reconnaître des caractères dans le CDA, alors qu'à partir du moment où on a le code Wacom, là, il n'y aura pas de... Ça simplifie. Il n'y aura pas de il y aura pas de possibilité de se tromper. Alors. D'autres questions, éventuellement. Le temps qu'éventuellement d'autres questions apparaissent, je bascule sur une dernière diapositive de manière à pouvoir nous faire partager votre retour d'expérience sur ce webinaire et contribuer à améliorer nos futurs webinaires. C'est un extrême bref sondage que vous pouvez faire sur votre téléphone portable en flashant ce code. Ça se limite à pas plus de 5 questions, même pas. Et ça nous permettra d'améliorer aussi bien dans le rythme, le contenu ou la forme les webinaires à venir. Le prochain étant le mardi 7 septembre 2021, CIDEP et après CIDEP. Tu peux remettre le QR code? Oui, je remets le QR code. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci à tous. Merci Bruno. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Madi, est-ce que tu as le le lien directement sans qu'on passe par le téléphone si les gens sont sur PC? Je vais vous afficher le QR code. Donc, je vais sortir du partage de mon écran et je vais vous afficher le lien dans la foulée. Bah, tu peux le mettre directement dans le copier et le mettre dans la conversation, comme ça les gens peuvent faire un copier-coller. Ce que je vais vous faire de suite. Alors. Je vais vous faire partager le lien.
Donc, je vous ai fait partager le sondage et le lien dans le chat. Il est repris ici. Le QR code que vous avez déjà. Chacun peut accéder dans la conversation écrite au lien directement pour ceux qui peuvent le répondre. C'est extrêmement rapide, hein, ça vous prendra moins de 2 minutes. Écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Et à très bientôt. Vous pouvez suivre les actualités de la SFIL sur le site sfil.asso.fr ainsi que sur LinkedIn. Merci infiniment pour votre première participation à ce webinaire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Excellente soirée.